Alright, 3, 2, 1, on est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, Sim, je te laisse faire l'intro. On a un gros invité pour vous aujourd'hui. C'est moi ça. C'est lui. Donc, on a mon ami Ako Chanoine, que je vais le laisser se présenter. Donc, pourquoi on a invité Ako? Vous allez le savoir tout au long de l'émission. Nous, notre but avec le podcast Liberté 45, c'est ce que je te disais, Ako, c'est de démocratiser les finances. Je me suis fait avertir par Hubert parce que mon micro, je ne le suivais pas. C'est de démocratiser les finances, de parler de business, de parler d'immobilier, de parler d'entrepreneuriat, de parler de bourse, de parler de parcours atypiques, des gens qui ont fait le saut un petit peu comme toi, qui ont plein de choses, puis d'avoir des conseils, d'avoir des histoires qui peuvent être inspirantes. Donc, je vais tout simplement te demander de te présenter, de savoir ce que tu fais, ce que tu as accompli déjà, puis d'où tu viens, tout simplement rapidement, parce qu'après, on va partir sur plein d'autres choses. Alors, mon nom est Akotene Chanoine. Bonjour tout le monde. Je vous parle à vous deux dans le fond. Non? Yeah. Ouais, mais pour ceux qui écoutent, moi je suis acteur, cascadeur. J'ai commencé, si les gens me cherchent sur Internet, je viens de changer mon nom. C'était Alain Chanoine. Maintenant, c'est Akotene Chanoine. Je suis comédien, j'ai fait beaucoup de films en tant que comédien, cascadeur, Suicide Squad, la télé québécoise, Wow. Immortel et beaucoup d'autres films et émissions de télé. Et c'est ça, j'ai commencé mon parcours à 21 ans, j'ai déménagé à Vancouver. Ça a commencé avec des petits commerciaux ici et là. Après ça, de plus en plus de rôles dans des films, dans des émissions. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire un peu plus d'argent. Mais, comment dire, travailler à salaire. J'ai Ok. vite réalisé qu'il y avait une limite à ça. Alors, dans ce moment-là que je me suis lancé dans l'immobilier. Quand même assez tard, j'avais 34 ans, aujourd'hui j'en ai 40. À 34 ans, j'ai commencé, je viens juste de commencer dans le fond. Ok. Mais j'ai quand même, je me lance quoi. Et je continue à le faire. Et ouais, c'est ça. Donc, C'est moi. immobilier, acheter des duplex, triplex, des portes dans le fond? Oui, c'est ça. J'ai deux duplex, un triplex et je viens d'acheter une terre à Saint-Côme sur laquelle je vais bâtir des chalets. Wow. Interesting. Yes. Puis ta carrière donc d'acteur, donc tu as commencé à 21 ans. Donc, je ne veux pas te demander tes revenus, mais à quel point c'est payant? Parce que ça te prend des contrats, c'est jamais steady. Comment tu gères ça financièrement parlant? Cette arrivée d'argent qui des fois peut être gros, des fois t'en as pas. Comment ça se passe? Ben, c'est exactement ça. Au début, premièrement, t'en fais pas. Je veux dire, Ok. tu te fais payer tu fais une journée par ici. Oui, ça peut bien payer. Tu fais 2 000 à 3 000 tu joues dans une émission de télé. Mais je veux dire, si c'est ta seule journée, comme beaucoup d'acteurs, comme Mhm. la majorité des acteurs, je veux dire, tu peux pas vivre de ça. Alors, les premières années, dans ma vingtaine, je travaillais dans les clubs. J'étais bartender, j'étais bouncer. On se connaît à travers les arts martiaux. Oui, alors les premières années, mais à un moment donné, ça commence plus en plus, tu fais plus d'argent et c'est ta réputation dans le cinéma. Là, tu fais plus d'argent, un peu plus. Alors, tu as des grosses entrées d'argent, mais elles ne sont pas régulières. Alors, comment être stable financièrement avec des grosses entrées d'argent? Est-ce que tu divises ton argent en 12 mois et tu Mhm. espères que tu en as jusqu'à la fin de l'année? Non. Qu'est-ce que tu veux? C'est aller chercher quelque chose de plus régulier qui est des investissements. C'est pour ça Right. qu'on est là. Mais c'est fascinant parce que, tu sais, en soi, c'est un art, là, tu sais, le cascade, etc. Je m'y connais pas tant dans le monde, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, tous ceux qui ont un travail dans le domaine artistique, faut qu'ils gèrent leurs avoirs comme une business, right? Puis souvent, c'est un petit peu ce réflexe-là qui est difficile à développer parce que, ben, clairement, c'est pas à ça que tu penses quand tu essaies de maîtriser ton craft ou ton art, right? Tu as tellement raison. Puis c'est le problème de beaucoup d'acteurs. La plupart des acteurs et des artistes, malheureusement, ne vivent pas sur l'art. Je veux dire, oui, si on regarde les Hollywood, bien sûr, il y a un 0,101% Ouais. qui vivent sur l'art, mais les plus gros, là, que ce soit 50 Cent, Brad Pitt ou tous les autres, leur argent ne vient pas de leur art. Leur argent vient de leur investissement. Il Mhm. paraît que 50 Cent a fait plus d'argent en vendant Vitamin Water qu'il a fait dans toute sa carrière de rap. Ouais. Mark Wahlberg, des parts dans l'UFC. Ils font tous des choses qui n'ont aucun rapport avec leur art. Et Mhm. c'est un peu ça que j'ai compris. J'ai des ambitions dans la vie. J'ai 2 enfants. Je veux dire, je veux vivre certaines choses dans ma vie et je veux pas juste
dépendre de ma carrière pour pouvoir faire des choses. Dépendre du cinéma, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que le réalisateur m'aime? Est-ce que le casting director m'aime? Est-ce que les gens m'aiment? Et toujours essayer de plaire pour avoir ton argent, je veux dire, c'est pas ça que je veux jusqu'à ma mort, quoi. Mais ça doit être une game de justement de te faire aimer. Si, admettons, t'arrives quelque part, puis que, ça doit être un peu un milieu de licheux de popotin, dans le sens que t'arrives quelque part, puis tu veux à tout prix, tu veux travailler, là. Ouais. Tu veux travailler. Tu sais, maintenant, nous, dans notre milieu, c'est parce que tu as une compétence avant. Je dis pas que tu n'en as pas de compétence, mais tu as une compétence avant. Je sais pas, tu es comptable, tu es ingénieur, etc. Mais quand tu es cascadeur ou acteur, il doit avoir un peu une panoplie. Il doit en avoir quand même pas mal de monde qui en font. Quand un peu tu parlais du 1% ou du 0.1 quelque chose, c'est un peu comme on parle d'arts martiaux, puisque Ako et moi, on en fait depuis longtemps. Tu sais, tout le monde regarde Conor McGregor ou Georges Saint-Pierre, puis ils se disent ah oui, moi aussi je vais faire du MMA. C'est ça, même, les mecs qui mangent du craft dinner là, en MMA, ne travaillent pas. Moi je connais personnellement des gens qui sont au UFC, Marc-André Barriault qui est au UFC, qui moi je l'ai commandité avec mes boutiques avant, et Marc-André il travaillait dans les cuisines d'un centre pour personnes âgées pendant qu'il était un combattant professionnel qui avait 8-9 victoires, qui était dans l'UFC. Il est parti aux États-Unis, donc maintenant il fait juste ça de sa vie. Mais avant, entre les deux, ouais. Ouais, c'est ça. Alors que les gars, c'est des fighters pro, et en musique, c'est pareil. Les gens, tu penses qu'il est musicien, mais comme tu dis, ils font d'autres choses, ils ont pas le choix de gérer leur argent. C'est payant comment? C'est quoi un petit peu, mettons, j'ai vu que tu as fait certaines émissions québécoises. Moi, je t'ai vu une fois quand j'ai réalisé que c'était toi. J'adore Smallville, ok? Smallville avec Christine Crack, quand j'étais gamin, c'était genre... en tout cas, je suis venu au Canada parce que Christine Crack est canadienne, mais elle habite à Vancouver, je me suis un peu loupé. C'est la raison qu'il a immigré. C'est comme ça. Et je regardais Smallville, puis je te vois, je pense que t'es ambulancier dedans ou équipe médicale. Comment tu trouves ces contrats-là? Est-ce que c'est payant? Je veux pas que tu me donnes un chiffre, mais est-ce que tu peux vivre de quelques contrats par année, ou pour bien vivre, ça te prend quand même pas mal de contrats? Comment répondre à cette question Je sans sais dire pas. combien je fais? Je veux dire, la plupart des gens dans l'industrie ne restent pas longtemps. Il y a les touristes qu'on appelle, qui sont là pour quelques années ou qui ont justement une job à temps partiel je sais pas moi, qui travaille. C'est un side hustle, là. Ouais. Mais ils font des auditions, il y en a quelques-uns par année, et ça compte pas vraiment. Et c'est pas des acteurs ou des cascadeurs à temps plein. Et t'as les autres, je vous dirais un faible pourcentage, qui peuvent, qui vivent de ça. Je veux dire, j'ai commencé après 10 ans, après 6 ans, si tu fais une vie de ça, et si tu es un des meilleurs, je pourrais dire, tu peux vivre juste de ça. Okay. C'est long, là. On ne fait pas des millions. Il fait quelques centaines de mille, mais il ne fait pas des millions. C'est fou, ça prend tellement d'années pareil pour genre peut-être percer. Oui, peut-être, ouais. Mais quand tu as 20 ans et tu veux devenir cascadeur ou acteur, c'est badass. C'est juste ça que tu veux. Mm-hmm. C'est juste ça que tu vois. Alors, tu focuses, tous les cours que tu prends, l'entraînement que tu fais, c'est juste ça que tu fais. Je suis à Vancouver entre 21 et 28, c'est juste ça que je faisais. Alors, j'avais pas le temps de même m'éduquer sur les finances. Les finances. J'avais pas le temps, je voulais percer. Et une fois que j'ai percé, j'ai vu que c'était pas exactement ce que je pensais. Moi, je pensais devenir millionnaire juste avec ça. Mm-hmm, et là, j'ai réalisé que c'était pas juste ça. Il fallait que je fasse d'autres choses parce que faire genre à peu près entre 100 000 et 200 000 par année, c'était bien, mais je veux dire, je voyais pas ma liberté financière pour le reste de ma vie avec ça. Mm-hmm. Alors, j'ai continué, j'ai commencé à m'éduquer, et je le fais en ce moment même. Je veux dire, je suis ici, je suis content d'être ici dans une émission, un podcast de finance, mais je suis loin d'être le plus éduqué. Je pense que je suis ici parce que justement, j'avais une spécialité qui est le cinéma, et je me lance dans l'immobilier et dans d'autres choses. J'ai investi dans le pot aux actions, et j'ai un peu de Bitcoin et des choses comme ça, mais malheureusement, je ne suis pas... C'est dur de s'éduquer en finance. Je veux dire, là, en ce moment, je m'éduque sur l'immobilier, mais je connais rien sur la crypto, je connais rien sur la bourse, mais je veux, et je vais m'éduquer, mais je continue à être acteur en ce moment, je continue à être cascadeur, alors c'est dur de faire tout en même temps. Ben, moi, il y a quelque chose que je voudrais apprendre avant peut-être qu'on t'en apprenne sur les finances ou whatever it is.
je pense le focus, le mindset que tu as eu à travers tes années, quand tu as essayé de percer dans le domaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent, OK, ils ont plusieurs projets, puis là, ils ont besoin de se concentrer. Puis c'est vraiment difficile, je trouve, à notre époque, dans nos générations, de genre vraiment être en mesure de focus sur un projet, sur un craft. Qu'est-ce qui t'a permis, puis c'est peut-être une question qui n'a pas vraiment de réponse, mais si tu fais un petit peu une rétrospective sur ce qui t'a permis d'avancer dans ta carrière, est-ce que tu avais comme des habits, des habitudes? Est-ce que c'est parce que tu voyais d'autres gens plus grands que toi puis tu essayais un petit peu, peut-être être quelqu'un de très compétitif? Ou est-ce que tu avais un framework que tu utilisais pour genre te mettre dans une bulle puis te permettre de genre percer dans le domaine en tant que cascadeur? C'était aussi ma question, c'est de me dire, avec tous les échecs qu'on voit, comment ça t'as pas abandonné? Ça a été quoi ton mindset? Pourquoi tu es dans le 0,5% de toi, genre? Je pense qu'il y avait un grand désir. C'est comme triste comme réponse, je sais pas si. C'est authentique, je te l'ai dit tantôt, nous c'est super authentique. On fait même pas de coupure, donc. Non, c'est comme un peu triste comme réponse, mais je pense que c'était j'avais pas le choix de percer parce que sinon je me sentais pas validé. Nice. Et ça a changé avec le temps, hein. Mais je pense qu'il fallait absolument que je me prouve à moi-même. Sinon, il n'y avait pas d'autre issue. J'ai fait ma technique policière à Maisonneuve et je suis sorti là. J'étais pas question que je sois policier. Je veux dire, ah ouais. Oh my God, j'ai rien contre les policiers. Je veux dire, c'est un travail très difficile, mais c'est pas. Moi, je voulais rentrer dans la police pour aider. Personnellement. Police. Le policier? C'est quand il s'est fait arrêter l'autre fois, ils ont laissé il a volé la gourde. Moi, j'ai encore des amis policiers avec qui j'ai étudié. J'ai beaucoup d'amis policiers, mais pour moi, j'aurais pas été heureux dans cet environnement. Mm-hmm. Alors, je suis sorti de là et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai toujours fait du théâtre. Alors, quand c'est arrivé, ça, c'est une histoire courte. J'étais à Maisonneuve, je revenais d'une pratique de football. Il y avait audition TVA pour un film quelconque. J'ai fait l'audition, je l'ai eu. Out of nowhere, genre? Out of nowhere. Une audition, il y avait plein de monde en file, j'ai fait l'audition. Sur le roi Arthur. Et là, ça allait être un gros film qui s'est transformé en film américain. Il m'a dit, il faut que tu améliores ton anglais. Je pars à Vancouver. Le film n'est jamais arrivé. What? Mais j'étais à Vancouver. J'ai commencé à faire de la figuration et tout. Je me suis trouvé un agent de cours. Et je suis OK, c'est ça que je vais faire. Et je savais qu'il fallait que je réussisse. J'avais un focus et je pense que c'est comme tunnel vision. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, il faut que, je pense, travailler assez sur soi-même ou se trouver une motivation pour que justement toutes nos énergies soient focus sur une chose. Puis le plus jeune on est, le plus facile c'est entre 20 et 30 se focuser sur une chose. Mais ça ne change jamais qu'on peut toujours le faire. Je veux dire, tu as beau avoir un 9 à 5, si tout, à part ton 9 à 5, se focus sur les finances, tu peux encore réussir. Mais en ce moment, c'est ça que je fais. Je veux dire, j'en ai 40 maintenant et j'essaie justement de m'éduquer sur d'autres choses que juste le cinéma parce que je vois que c'est la chose à faire. C'était quoi ton plus gros rôle au cinéma ou télévision? Je te dirais, il y a deux différents. Il y a Suicide Squad où je jouais c'est avec Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie. Moi, je jouais Incubus. J'étais le frère de. Excuse-moi, de Lavigne. Je sais pas, je l'ai pas vu. Attends, c'était toi? Oui, ouais. Le gros monstre, là, elle me prend dans les toilettes, puis elle met, no way. Puis elle met son frère dans le corps d'un étranger, puis là, je ouais. Suicide Squad. T'as jamais vu ça? Non, je viens pas. Excusez-moi. Je suis son frère, puis là, on est des monstres. Right. Moi, je suis un incubus, puis on essaie de détruire la ville. Et ça, ce serait mon plus gros. C'est fucking huge. Ouais, c'était gros. Ça fait. Là, c'est la grosse production. Là. Ouais, c'était la grosse. Mais ça a changé ma carrière parce qu'après ça, c'est là que j'ai commencé à auditionner juste pour des leads et juste pour des guest stars, on appelle. C'était comme le méchant d'un épisode. Ça, c'est un big deal dans mon métier. Right. Même si t'es là juste pour un épisode, c'est quand même autour de toi, quoi. Et je te dirais ça. Il y a aussi Trop. Une émission québécoise, parce que le Québec c'est totalement différent d'Hollywood et c'est tout aussi difficile de réussir au Québec que c'est difficile de réussir à Hollywood. Trop, une série Radio-Canada. Je jouais c'est un cercle amoureux entre moi et l'actrice principale et son copain. Donc, ma carrière va très bien.
mais j'ai, comment dire, comme on disait tout à l'heure, réussir en une chose et réussir en finance, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Et je veux être capable de réussir dans les deux. Right. Et je suis sûr que vous avez des choses à m'apprendre. Un paquet de trucs. Je me demandais, qu'est-ce que tu trouves difficile en finance? Bon, la littératie financière, qui est genre l'utilisation du jargon. Il y a beaucoup de jargon. Malheureusement, comment le système financier au Québec a été développé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'institutions financières qui ont développé un certain langage. Puis malheureusement, à l'époque, ça a été plus facile d'avoir de l'air compliqué parce que l'incitatif des institutions, c'est de laisser comme les gens placer leur argent avec eux, puis eux font une commission sur l'argent qui est placé. C'est la vie, c'est comme ça que le modèle d'affaires fonctionne. Ce que ça a créé au sein de nos sociétés, c'est vraiment une incompréhension financière généralisée. Le taux d'épargne moyen des Canadiens en 2020, était de 1%. Fait que ça, ce que ça veut dire, là, c'est que si une personne gagne, mettons, 100 000 par année, en moyenne, le Canadien moyen ramène 1 000 $ à la maison. Puis ça, c'est 100 000, mettons, brut. L'économie, on parle. Oui, exactement. Il va épargner 1 000 $, sur son 100 000, là, après impôts, après dépenses, il va juste ramener 1 000 $. Est-ce qu'on s'entend que le Canadien moyen n'épargne, la personne moyenne n'épargne pas? C'est exactement ce que ça veut dire. C'est très mal vu, en fait, quand on parle d'épargne. C'est ringard. On a écrit Hubert et moi, on a écrit un mini e-book sur l'épargne qui s'appelle L'épargne, le début de la richesse, qu'on peut télécharger. On mettra le lien là pour le télécharger si vous voulez. Moi, je vais le lire. C'est intéressant, man, pour vrai. Puis on parle de statistiques, de combien les Canadiens épargnent. On parle des autres pays, c'est quoi le taux d'épargne, le taux d'endettement, les statistiques aussi de combien de millionnaires ont hérité d'une somme d'argent ou combien ceci ou l'anxiété chez les gens par rapport aux finances, etc. Et l'épargne, les finances en général, c'est un monde qui est incompris. Et je le répète souvent, on a une chaîne TikTok. Et sur TikTok, c'est non, moi je veux profiter là, je vais pas attendre je vais pas profiter je vais pas attendre à 65 ans pour profiter. On dirait que quand tu fais des moves comme toi qui as acheté de l'immobilier, vu que tu as investi dans l'immobilier, je t'annonce, Ako, que tu ne profites pas de ta vie. Investir égale ne pas profiter de ta vie. C'est le contraire. C'est le contraire. Me sentir, et même juste mentalement, je veux dire, parce que c'est pas de l'argent que je touche régulièrement, même. Oui, parce que qu'est-ce que je trouve fun en immobilier, c'est qu'il y a de l'actif et il y a du passif. Ouais, tu as un cash flow. Ouais. Il y a un cash flow qui rentre, que je veux dire que j'utilise ou que je mets de côté pour les rénovations, mais que je peux utiliser. Et il y a aussi, le principal pour moi, c'est savoir que j'ai tout cet argent-là, éventuellement, qui est là pour faire d'autres moves immobiliers, ou alors pour ma retraite, ou juste les enfants, pour les enfants. Un petit garçon, un petit fille, 6 ans, 4 ans. Alors, shout-out Mila et Malek, je vais vous montrer ça plus tard. Alors, c'est ça, c'est que juste mentalement, c'est le contraire, il faut profiter de ma vie. Je peux encore profiter plus parce que quand je dépense de 300 $ dans un restaurant, je me dis, c'est pas grave, j'en ai 1 million dans mes blocs. Right. Anyway. C'est le contraire. Et éduquer les gens que vous faites, bravo, ça n'a pas de prix. Ouais, puis il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me fascine. Toi, tu l'as vécu parce qu'on a un petit peu, tu as le phénomène du LSI, là, du lump sum investing. Fait que, mettons, tu reçois un chèque d'un contrat, mettons, Suicide Squad. Mais le problème, c'est que les gens, mettons, qui ont un job, qui ont un emploi, qui gagnent un salaire fixe, ils voient. Mettons, tu freaked out là, quand tu reçois un chèque de genre 50 000, 100 000, t'es genre, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? What the fuck? Là, clairement, je peux aller le flamber, mais je sais que c'est probablement pas la chose à faire. Fait que là, tu essaies d'optimiser cette vie-là. Puis, clairement, je pense que la prise de conscience que tu as eue, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui l'ont. Puis, le fait de s'éduquer, c'est fucking tough. Là, on le sait, que ce soit pour l'immobilier, les finances, on essaie de le faire avec toutes nos initiatives. Mais statistiquement parlant, moi, personnellement, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser aux finances, c'est que je me suis rendu compte que, genre, OK, actually, tout le monde est clueless. Il y a beaucoup de gens, mettons, l'argent a une certaine notoriété ou une certaine perception, tout dépendant d'où tu viens. Puis, ce qui est difficile à briser, c'est genre, OK, l'argent, oui, c'est important, mais il faut que tu comprennes le langage. Il faut que tu comprennes comment est-ce que cet argent-là peut actuellement devenir une machine qui te génère du fric. Puis ça peut être à travers des portes, ça peut être à travers un FNB, un fonds négocié en bourse, ça peut être à travers des cryptos, mais peu importe, je pense que juste de commencer à se rendre compte que fuck, tout le monde est clueless, mais tout le monde gagne du cash. Fait que si tu veux comme... Comment tu viens de le dire là?
tout le monde est clueless à propos de l'argent, Right. mais tout le monde en gagne. Tout le monde court après, Right. mais personne ne sait comment l'investir. C'est pas Je incroyable. sais pas si c'est vrai. Moi, ça me fascine. Genre. Je sais pas s'il y a un avocat qui pourrait nous le dire, mais j'ai lu ou entendu, je sais plus quoi, mais il disait que le droit était devenu, la littérature Les avocats, des avocats était devenue très compliquée, la loi, pour que le commun des mortels ne le comprenne pas. Oh, c'est tellement vrai. Et c'est la même chose avec l'argent. Des fois, tu te mets à lire des trucs sur l'argent, tu regardes des journaux spécialisés ou des gars qui te parlent, puis ils te mettent un tableau Excel de budget où tu comprends rien du tout. Et finalement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens avec Hubert. On parlait justement, on parlait avec Hubert de t'es pas obligé d'avoir un bac en finance ou d'être. Moi, c'est souvent ah mais je suis pas bon en maths, mais c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec les maths. Ça a pas rapport. J'ai déjà dit ça. Mais c'est des idées préconçues que nous aussi on a dit. Je le répète, je l'ai dit la fois passée. Quand j'étais gamin, j'étais en voiture avec mon petit frère. Je devais avoir 20 ans. Mon petit frère, il en avait, je sais pas, 15 peut-être, 14, 15. Puis il m'a dit ah mais c'est facile d'être millionnaire. Puis j'ai ri de lui. J'ai dit ouais Nathan, ouais. Ouais, tu sais, souvent à 15 ans, tu connais tout, et à 20 ans aussi, puis à 25 ans aussi. Mais j'avais dit, ouais, c'est ça, c'est facile d'être millionnaire. Puis je lui ai dit, ah, si tu sais comment, tu me diras. Et finalement, maintenant, bah ouais, c'est facile d'être millionnaire. C'est On facile se d'être l'est dit, millionnaire. on l'a trouvé, on l'a fait. Dans le sens que, et c'est accessible à tout le monde. C'est sûr que si tu es au salaire minimum, c'est un peu plus compliqué, des choses comme ça. Mais en général, on parle tout le temps en règle générale, c'est facile d'être millionnaire si tu es discipliné, puis que tu sais ce que tu fais, puis que tu as un but, un objectif en tête. Tu es là, il faut arriver là, puis voilà, c'est quoi le chemin. Donc le chemin il est divisé en étapes. Ben, être millionnaire, c'est pas si compliqué que ça. Tu de finir dans le fond. Que tu arrives à 60-65 ans, puis les jeunes qui nous écoutent, c'est comme 65 ans, c'est loin, mais 65 ans, c'est pas si loin, là. 65 ans, c'est vraiment pas si loin. Okay, non. J'en ai 40 aujourd'hui, je peux te dire, hier, j'en avais 20, à Vancouver. Là. Ouais. Alors, je suis moitié chemin, là. De 20 à 60, je suis à moitié chemin, alors non, c'est pas loin. Est-ce que tu as des questions sur l'argent, les finances, whatever, en général, qu'on pourrait peut-être... J'ai eu une conversation sur la crypto. Ma question, c'est la crypto et sur la bourse. C'est où, comment ou de quelle façon serait la plus facile pour moi de m'éduquer et de commencer la crypto? Comme je vous dis, j'ai mis de l'argent sur Bitcoin. Je viens juste de le faire. Je vais voir combien ça... Mais tu sais, dans ma tête à moi, en ce moment, là, ça c'est moi. Je dis, je veux pas manquer le bateau. Je vais mettre 10 000 $ là-dedans et je vais l'oublier. Right. J'espère que plus tard, j'espère que ça va prendre... je vais me réveiller dans 10 ans et que ça va être $1 million. Mais même si c'est 20 000, même si c'est 500 000, ça va être quelque chose d'autre à laisser à mes enfants. Mais comment vous faites, vous, pour avoir les mains partout? Moi, ça me prend tout mon temps, ne serait-ce que pour essayer de m'éduquer sur l'immobilier. Right. Mais j'ai un travail, j'ai des enfants et tout. On fait du jiu-jitsu, j'ai d'autres choses à faire. Et comment vous faites pour justement avoir les mains un peu partout? Right. Et le faire correctement? Je sais pas pour toi, Simon, mais... Je vais répondre après. Moi, mettons, tu sais, j'ai commencé en 2018 là, dans le domaine des cryptos. Puis, tu sais, j'en ai perdu, je me suis fait scam. Genre, tu sais, j'ai eu plein de mésaventures, right? Comment j'ai fait pour m'informer au départ? Ben oui, il y avait de la passion là-dedans. Mais tu sais, si tu veux prendre le shortcut puis juste apprendre, savoir, OK, est-ce que oui ou non, c'est un bon investissement? Tu sais, clairement, la bonne vieille réponse plate, c'est genre, OK, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont déjà réussi, genre, qui sont plus riches que toi, whatever, qui sont plus libres financièrement? Si oui, c'est quoi les moves qu'ils ont fait? Genre? Peu importe si ça a été dans les cryptos ou pas. Puis ce que tu veux faire aussi, c'est de voir, OK, les jeunes, c'est quoi les trends? Genre? Qu'est-ce que les jeunes adoptent? C'est quoi les apps que genre les kids de 16, 18, 19 ans ont sur leur cell? Puis comment est-ce qu'ils font leurs transactions? Tu te rends compte qu'après ça, tous les jeunes, tout ce qu'ils achètent, c'est que des cryptos. Genre, il n'y a personne qui achète des actions ou des trucs comme ça, right? Tu sais, la révolution est en train de se faire, NFT, etc. Bon, ça existe. Pour répondre un peu à ta question, tu sais, comment je fais pour savoir si ce que je fais, c'est dans la bonne direction, puis est-ce que c'est risqué ou pas? Ben, tu sais, il y a des sites, comme mettons sur Bitcoin, bitcoin.org, c'est genre le site officiel du Bitcoin. Fait que si tu veux aller lire là, la documentation, vulgariser le sujet, tu sais, il y a des papiers, il y a des PDF, c'est gratuit. Tu peux aller lire, c'est vraiment comme la source même, genre, du Bitcoin. Il n'y a aucun incitatif de genre d'essayer de te vendre une formation ou de te vendre... Bitcoin.org, ils vont vulgariser leur processus. Ben, dans le fond, tu as le white paper. Fait que le white paper, ce que c'est ce qui décrit exactement genre leur protocole, la blockchain, etc. Ça, c'est peut-être un petit peu trop geek, mais tu sais, en gros, l'initiative du Bitcoin, c'est de démocratiser le mouvement, right? Fait que
ils veulent rendre ça simple, ils veulent l'expliquer. Fait que tu peux aller jeter un coup d'œil sur ce site web-là. On va mettre les notes dans l'épisode aussi pour les gens qui veulent aller voir. Moi, personnellement, je lis là-dessus, puis c'est intéressant. T'sais, après ça, il y a Coin Bureau qui est comme genre une espèce d'agrégateur de nouvelles sur les cryptos en général. Fait que, il y a des sites comme ça qui sont très populaires. Je te dirais, lis les headlines, mais idéalement, ce que tu as fait, c'est la bonne chose. Tu achètes one time parce que tu n'auras pas le temps de devenir un expert, right? Tu as identifié un trend. Entre toi et moi, on le sait, tout le monde va vieillir vraiment plus. L'espérance de vie moyenne là, est en train d'avancer drastiquement, right? Puis, en ce moment, je suis en train de compléter ma certification en planification financière. Mais ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, c'est que, hey, by the way, les gens ne vont pas mourir à 90, les gens vont mourir à 120, 130, 140. Là. Puis, genre, dans 100 ans, d'après toi, qu'est-ce qui va rester dans nos poches? Je veux dire, ultimement, si on vit genre sur la fucking Lune puis Mars, qui est, by the way, pas si loin que ça, clairement, on n'aura pas genre des dollars papier. Là. On le sait que c'est le futur, right? Le problème, c'est qu'on ne sait pas, genre, est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Puis est-ce que c'est réel? Genre, est-ce que c'est une vraie innovation technologique? T'sais? Wow, j'avais jamais pensé à ça dans le sens de, tu sais, les gens, je planifie pour ma retraite. Mais si ta retraite est jusqu'à 120 ans. T'es fuck, là. 20 ans de plus que tu avais prévu, là. Il y a une quote qui dit si t'es pas capable de vivre 3 mois sans salaire, tu survivras pas 20 ans à la retraite. Wow. C'est une quote que je vais publier bientôt sur Liberté 40. De Simon. Mais c'est vrai. Ouais, non, j'ai jamais pensé à ça. Souvent, on nous dit, quand on parle de Liberté 45, on dit ouais, mettons 1 million, parce que mettons, tu as le FIRE, je rentrerai pas dans les détails, là, mais tu as un peu un chiffre magique, c'est 1 250 000. Ils disent qu'une fois que tu as atteint 1 250 000, tu pourrais prendre ta retraite et vivre de tes rendements de ce 1 250 000 là, donc qui est 4%. Mais pour ça, il faut être éduqué sur comment avoir ces rendements avec ce 1 million quelque chose. Right. C'est ça, exactement. Ouais. Quand tu as placé ton argent en bourse, par exemple. Okay. Et la fois passée, quelqu'un disait mais ton 1 million dans 30 ans ou dans 40 ans, il vaudra plus rien. Ouais, peut-être, mais je préfère avoir 1 million que moins 100 000 de dettes. Même si mon 1 million, il vaut plus grand-chose dans 50 ans, ben, je serais quand même content de l'avoir. Puis il génère des rendements. Donc, il y a aussi un faux... il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de dogmes, comme Hubert disait la fois passée. Donc, Puis s'il y a un autre hack aussi, là, tu sais, tu veux pas nécessairement apprendre. Ce que je comprends, dans le fond, c'est ta question, tu sais, puis peut-être ce qui pourrait te faire avancer dans le domaine des finances, c'est genre, comment est-ce que je peux investir, admettons, en bourse sans avoir à me casser la tête 20 heures par semaine sur le sujet parce que, anyways, j'ai pas 20 heures de libre. Exactement. Puis il y a un magnifique produit qui a été inventé il y a 20 ans, à peu près une vingtaine d'années. Ça s'appelle le FNB. Je ne sais pas si tu es familier un petit peu avec... Je l'entends comme si ici et là, mais j'aimerais que tu m'expliques. Ben, écoute, je pense que ça, si tu veux investir dans le marché boursier sans te casser la tête, sans passer par un intermédiaire qui va te charger des gros frais, right? Tu investis dans un FNB. Un FNB, c'est quoi? C'est une collection d'actions. Okay? Fait qu'admettons Amazon, Google, Facebook, whatever it is. Le problème, c'est que si tu choisis une action à la fois, là, toi, tu vas être obligé de rééquilibrer ton portefeuille. Tu vas être obligé de genre vendre quand c'est bas, puis regarder le marché. Right. Puis ça va commencer à te jouer dans la tête, tu vas penser à tes actions, etc. Puis là, tu ne seras plus performant dans ton domaine, ton expertise. Right? Fait que ce que tu veux faire, c'est un portefeuille qui est barricadé, qui est blindé, puis peu importe l'argent que tu mets, tu es sûr que ça va être fructifié. Un FNB, ce que c'est, il y en a un, par exemple, qui s'appelle VFV, qui est, dans le fond, ça va prendre le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 meilleures entreprises américaines. All right? Fait que c'est le peloton de tête, tu as les top 500 des best, là, right? Amazon, Facebook, name it, là, toutes les plus grosses entreprises aux States sont là. VFV, ce que ça va faire, c'est un robot, OK, qui va juste reprendre les performances des 500 meilleures entreprises, puis il va juste suivre la trajectoire de ces actions-là ensemble. Fait que toi, ce que ça te permet de faire, tu achètes vraiment juste le symbole VFV. En ce moment, il trade autour de 100 $, je pense, US. Puis ce que ça te permet d'acheter, c'est un ticket d'achat du peloton de tête des 500 meilleures entreprises. Fait que ça, ce que ça te permet de faire, tu achètes cette action-là. Okay? Cette action-là est en réalité un panier d'actions des 500 meilleures entreprises. Et en détenant ça, tu vas t'assurer de toujours garder les 500 meilleures entreprises parce que celui-ci va s'auto-réguler. Donc, si, admettons, tu as une entreprise qui a la position 500, a fait faillite, elle tombe 600, mais elle qui était juste derrière va augmenter.
va prendre Moi, je une garde position. celle. Ouais. Et le Le top robot 500. va dropper celle qui est partie, puis il va racheter celle qui est Exactement. rentrée dans le 500. Ah, ouais. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Puis Puis, tu peux perdre ton argent quand même. ben, c'est sûr, si je veux dire, s'il y a un crash boursier, même si tu as les 500 meilleurs, ils vont ça être. suit le marché. Ouais. Ça suit le marché. C'est 100 $ le ticket. Puis Non, tu peux en acheter plus. VFV, je sais pas, XSP, t'en as plusieurs. T'en as plusieurs. Il y en a des centaines, le DFV. C'est quelqu'un qui a inventé ce robot qui travaille seul dans le marché boursier. Fait que VFV, c'est une firme. VFV, excuse-moi. C'est le ticker, c'est le nom. Mettons, Apple, si tu veux acheter, c'est APPL, je pense. Amazon, c'est AMZN. Là, ce serait VFV. Right. Puis la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie. Puis malheureusement, ce qui arrive avec les institutions traditionnelles, c'est que souvent, ils vont te charger un frais de gestion de 2 OK? Mais un 2 sur 20 ans, ça représente des centaines de milliers de dollars. Là. Dépendamment, c'est quoi ton niveau d'épargne? Moi, je l'ai calculé avec Hubert la fois passée. J'épargne énormément. J'épargne, dans le fond, mon épargne est investie en totalité en bourse. Cette année, donc là, on est en décembre, quand on enregistre cet épisode, j'ai épargné environ, là, je suis autour de 67 000 $ d'épargne que j'ai mis en bourse. Donc, j'épargne massivement. Je mets plus de 6 000 $ par mois en investissement en bourse. Et t'as pas peur que ces épargnes, la bourse est tellement volatile, t'as pas peur que toutes tes épargnes, de mettre ça dans toutes tes œufs dans le même panier? Ben, en fait, mes œufs sont pas dans le même panier, puisque comme le SP500, c'est 500 compagnies. Donc, c'est pas forcément dans le même panier. C'est ça le hack, là. Right? Voilà. Moi, j'investis dans des compagnies uniques. Donc, moi, je choisis moi-même mon portefeuille. C'est plus avancé. Ouais, right? c'est ça. Moi, j'achète pas de fonds négociés en bourse dans ma vie. Mais c'est ça. On pourrait parler des frais de gestion. Moi, ça représenterait des millions de dollars en frais. Si, admettons, je donnais mon 60 000 par année à un conseiller qui ferait probablement moins de rendement que le marché. J'ai été victime de ça. Donc, je paierais des millions. Vraiment, j'ai calculé, je pense que c'était 1 ou 2 millions peut-être. Mais quelqu'un qui épargne en moyenne à 5 000 $ par année, comme Hubert dit, ça représente des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Mm-hmm. Wow. Puis ça, c'est vraiment c'est l'effet boule de neige. Là. Dans le fond, l'intérêt composé, ce que c'est que tu places 100 $ dans la bourse, tu gagnes 10 $ après un an. Ben, évidemment, ton rendement, tu vas le faire sur 110 $. Puis au fil des années, Puis les frais, le fameux 2 %, c'est immense. Bref. VFV, pour revenir au concept du FNB, ce qui est cool, c'est que c'est un robot, right? Fait que tu ne payes pas pour la brique, tu ne payes pas pour les employés de l'institution, tu ne payes pas pour aucun intermédiaire, right? C'est vraiment juste le robot. Fait que les frais de gestion, c'est genre VFV, si ma mémoire est bonne, c'est de 0,08 %. Okay? Fait que pratiquement, tu n'as aucun frais. Okay? Nice. Mais on dirait que VFV, c'est quasiment une compagnie comme les autres parce que tu achètes les actions de VFV. Non, c'est ça. Dans le fond, VFV, ouais, c'est ça. VFV, c'est vraiment Vanguard Fund. Puis c'est ce VFV, le nom, c'est All Cap 500 S&P Index, whatever. Là. Eux, c'est vraiment juste des émetteurs de FNB. Là. Fait que eux, c'est comme pas des législateurs, mais pas loin de ça, qui font juste regrouper les actions dans un panier, puis that's it. Puis pourquoi ils se prennent un frais aussi minime? C'est parce qu'il n'y a personne, c'est un robot, right? C'est que du code, genre. C'est que de la prod. Excuse-moi mon ignorance, mais tu sais, je suis allé sur crypto.com pour aller acheter mes bitcoins. Où je vais acheter le VFV? Oui, dans le fond, ça te prend une plateforme de courtage en ligne. Okay. Fait que là, si tu as déjà entendu parler, par exemple, de Wealthsimple ou de Questrade ou de Disnat ou de peu importe ta banque RBC, ils ont toute une plateforme de courtage en ligne. Okay? La plateforme de courtage en ligne, ce que ça permet de faire, c'est vraiment comme le broker. Là. C'est genre comme ton courtier immobilier. Okay? Mais ton courtier immobilier, c'est vraiment il est sur une plateforme, genre, puis c'est online. Fait la plateforme de courtage en ligne, c'est ça que ça te permet de faire. Fait que je vais chez RBC, je vais sur mon courtage en ligne, puis c'est la même affaire. Right. Idéalement, moi, ce que Simon on utilise, puis ce qu'on prêche, c'est vraiment Questrade, qui est une plateforme, dans le fond, d'investisseurs autonomes, qui a vraiment beaucoup de liberté, puis tu peux avoir tous tes comptes. Fait que tu as ton CELI, ton REER, ton REEE. Tu peux avoir tout ça centralisé à la même place. Nice. Puis ce qui est cool, c'est que tu trades online, puis la plateforme est solide, elle est là depuis 1984, c'est genre la plus vieille. Puis, c'est la coche. Moi, j'en ai essayé plusieurs, puis ça fait longtemps que je fais là-dedans. J'ai essayé, on pourra le biper, mais j'ai essayé ligne d'action de BMO. C'est pourrave. J'ai Wealthsimple actuellement parce que beaucoup de mes clients l'avaient, donc je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. Les conversions du US à canadien, c'est des frais astronomiques. Il y a des actions que tu peux même pas trouver. Il y a des fonds négociés en bourse que tu peux pas trouver. Il y a des types d'ordres que tu peux pas faire. Donc, si à un moment donné, tu décides de pousser la machine un peu plus loin, tu dis, moi, je veux vraiment gérer mon portefeuille d'une certaine façon. Tu as des choses que tu peux pas faire.
à part le courtier, en fait, ce qu'il faut faire, on va dire, en 3 étapes faciles ou 4 étapes faciles, c'est quoi? C'est déjà, tu t'ouvres un compte avec ton courtier, donc ton broker. Tu as Disnat qui est avec Desjardins, tu as BNCD qui est Banque Nationale Courtage Direct, tu as Questrade. Questrade, ouais. Ensuite, tu déposes des fonds. Certains vont te demander des centaines, comme Questrade, c'est $1,000 minimum pour commencer. Puis ensuite, avec ce $1,000-là, là, tu achètes ton fonds négociant. Bon, donc, tu vas sur ta plateforme, tu tapes VFV. Ah, il vaut $100, tu as $1,000, tu en achètes 10, that's it. Le mois prochain, tu as ta paye, tu retransfères de l'argent dans ton compte. De la même façon que j'ai acheté mon pote sur ouais, exactement, c'est pareil. Okay. Mais la beauté de la chose qui arrive, mettons, avec le pote, whatever, la compagnie, Canopy Growth, whatever, le nom. Exo, whatever. Le problème avec ça, c'est que, on s'entend, t'es concentré dans une industrie, right? Fait que si jamais le pote, mettons, il y a des nouvelles législations... Là, tes œufs sont dans le même panier. Ah ouais, j'ai acheté mes actions la journée avant que ça devienne légal. Dans ma tête à moi, je pensais que ça allait faire piou! Right. C'est le contraire. La journée que c'est devenu légal, j'ai acheté pour encore $10,000. Là, je pense que je suis even. Je pense que c'est après 4 ans, 4-5 ans que c'est légal, 4 ans. Là, je suis even, mais ouais. Mais c'est ça. Puis moi aussi, à mes débuts, je veux dire, j'ai acheté au hype, je suis allé au bottom. Ouais. Je veux dire, c'est la tradition de tout le monde qui commence. Là, il y a un hype. Le problème, en général, dans le marché boursier, là, une bonne vieille règle générale que tout le monde peut garder, c'est que si tu en entends parler aux nouvelles, c'est qu'il est trop tard. Right? Si tout le monde en parle, si ton voisin en parle, genre, hey, c'est chaud, man, le pote, c'est chaud, c'est live, right? Si t'es buddy au gym, ton monde à la job, tout le monde en parle. C'est tellement ça que j'ai fait. J'étais sur X-Men à Montréal. Puis là, t'as John Bling qui me parlait de ça, un autre cascadeur. J'étais yeah, c'est sûr, je fais ça ce soir, bro, je fais ça ce soir. Je l'ai fait. Puis des fois, ça va marcher, là, mais règle générale, achète la rumeur, vends la nouvelle. C'est ça que les investisseurs font. Répète ça. Achète la rumeur, vends la nouvelle. Nice. Ouais.